Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une autre aventure du Père Brown. L'histoire s'intitule Le marteau de Dieu. Le petit village de Bohan Beacon était perché au sommet d'une colline si escarpée que la haute tour de son église semblait un pic au sommet d'une petite montagne. Contre l'église se trouvait une forge, généralement rougeoyante, et dont le sol était couvert de marteaux et de ferrailles. En face de la forge, de l'autre côté d'un carrefour de sentiers pavés, se trouvait le Sanglier bleu, la seule auberge de l'endroit. C'est à ce carrefour, à l'aube d'un jour d'argent et de plomb, que deux frères se rencontrèrent et échangèrent quelques paroles. L'un commençait sa journée, tandis que l'autre la terminait. Le révérend et l'honorable Wilfred Bowen étaient très dévots. Ils se rendaient à l'église pour se livrer à quelques austères exercices de prière ou de contemplation. Le colonel et honorable Bowen, son frère aîné, n'était pas du tout dévot. Il était assis, vêtu de ses vêtements de soirée, sur un de ses bancs, devant le sanglier bleu, buvant ce qu'un observateur philosophe eût été libre de considérer comme son dernier verre du mardi ou son premier verre du mercredi. Le colonel s'en souciait peu. Les Bowen étaient une de ces rares familles aristocratiques anglaises qui remonta au Moyen-Âge, et leur oriflamme avait réellement vu la Palestine. Mais ce serait une grave erreur de croire que ces grandes maisons conservent jalousement leurs traditions chevaleresques. Seuls les pauvres conservent leurs traditions. Les aristocrates sont régis non pas par la tradition, mais par la mode. Les Bowen avaient été des viveurs sous le règne d'Anne, et des dandys sous le règne de Victoria. Comme beaucoup d'anciennes familles, ils s'étaient corrompus au cours de ces 2 derniers siècles, pour devenir des ivrognes ou des mondains dégénérés. On parlait même tout bas de certains cas de folie. Il y avait certes quelque chose d'anormal dans l'avidité avec laquelle le colonel se livrait au plaisir, et la résolution chronique qu'il prenait à ne pas rentrer chez lui avant l'aube semblait une bien malsaine forme d'insomnie. C'était un grand gaillard bien bâti, d'âge mûr, mais qui avait conservé les cheveux remarquablement blonds. Il aurait eu l'aspect léonin si ses yeux bleus profondément enfoncés dans leurs orbites et trop rapprochés l'un de l'autre n'avaient paru noirs. Il avait de longues moustaches jaunes surmontées de chaque côté par un pli profond, descendant de la narine à la mâchoire, de sorte qu'un ricanement semblait gravé sur son visage. Par-dessus son habit, il portait un curieux surtout jaune qui ressemblait davantage à une robe de chambre qu'à un manteau, et il s'était planté sur l'occiput un chapeau extraordinaire d'un vert criard avec de larges bords. À l'évidence, quelque curiosité orientale, trouvée par hasard. Il mettait une certaine fierté à s'exhiber dans un costume aussi incongru, car il savait qu'en le portant, il pouvait le faire paraître convenable. Son frère, le vicaire, avait les cheveux de la même couleur et de la même élégance, mais il était boutonné jusqu'au menton dans son habit noir. Son visage rasé avait une expression raffinée et un peu nerveuse. Il ne semblait vivre que pour sa religion, mais certains disaient, et le forgeron presbytérien était de cet avis, que c'était plus par amour de l'architecture gothique que pour l'amour de Dieu, et que s'il hantait l'église comme un revenant, c'était pour satisfaire, certes d'une manière moins vulgaire, cette même soif morbide de beauté qui poussait son frère vers les femmes et le vin. Ce grief n'était guère justifié, car personne n'aurait pu contester la pieuse activité du vicaire. Certains villageois, dans leur ignorance, ne pouvaient comprendre son penchant pour la solitude et la prière. Ils ne pouvaient admettre qu'au lieu de s'agenouiller devant l'autel, il préféra souvent s'isoler dans quelque retraite secrète, dans la crypte, dans la tribune, ou même dans le clocher. Wilfred traversait la cour de la forge pour entrer dans l'église, lorsqu'il s'arrêta et fronça légèrement les sourcils, en voyant le regard caverneux de son frère, fixé dans la même direction. Il ne perdit pas son temps à envisager l'hypothèse que le colonel pût trouver quelque intérêt à l'église. Ce ne pouvait donc être qu'à l'échoppe du forgeron, quoique celui-ci, en tant que puritain, ne comptât pas parmi ses ouailles. Wilfred Bowen avait eu vent de certains scandales concernant sa femme, dont la beauté était célèbre dans le pays. Il lança un regard soupçonneux vers l'appentis, tandis que le colonel, éclatant de rire, se levait pour parler. « Bonjour, Wilfred, dit-il. Tu vois qu'en bon seigneur, je passe mes nuits à veiller sur mes gens. Je vais de ce pas rendre visite au forgeron. » Wilfred baissa les yeux et répondit. « Le forgeron est sorti. Il est allé à Greenford. »« Je sais, reprit l'autre avec un sourire, et c'est précisément pourquoi je vais lui rendre visite. »
Norman, dit l'ecclésiastique en fixant un caillou sur la route, ne crains-tu pas la foudre? Que veux-tu dire? Demanda le colonel. Depuis quand tu t'occupes de la météorologie? Je veux dire, reprit Wilfred sans lever les yeux, ne crains-tu pas que Dieu te frappe un jour dans la rue? Mille excuses, répondit le colonel. Je découvre ton goût du folklore. Et toi du blasphème, riposta le vicaire, piqué au vif, dans le point le plus sensible de sa nature. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu devrais au moins craindre l'homme. L'aîné leva les sourcils. Craindre l'homme? Répéta-t-il poliment. Barnes le forgeron est l'homme le plus fort qui soit, à 10 lieues à la ronde, répondit sévèrement le clergyman. Je sais que tu n'es ni un faible ni un lâche, mais il pourrait sans peine te jeter de l'autre côté du mur. Cette réplique fit son effet, car elle était justifiée, et le sillon qui striait la joue du colonel Bohun se creusa sous ses narines. Son visage se contracta un instant en un lourd rictus. Puis il retrouva sa brutale bonne humeur et éclata de rire, révélant 2 rangées de dents presque canines sous ses moustaches. En tout cas, mon cher Wilfred, dit-il avec insouciance, le dernier des Bohun a bien fait de sortir casqué. Et il enleva son curieux couvre-chef vert pour montrer qu'il était doublé d'acier. Wilfred reconnut un léger casque japonais ou chinois appartenant à une panoplie qui ornait le hall familial. Le premier chapeau qui se trouvait à ma portée, expliqua son frère d'un air détaché. Il faut toujours prendre le premier chapeau et la première femme qui vous tombe sous la main. Le forgeron est allé à Greenford, dit Wilfred tranquillement. L'heure de son retour est incertaine. Il tourna sur ses talons, entra dans l'église tête baissée, et se signa comme pour chasser loin de lui un esprit impur. Il espérait pouvoir oublier la grossièreté de son frère, dans la fraîche pénombre du cloître gothique. Mais il était écrit que ses paisibles exercices de piété seraient troublés ce matin-là. Lorsqu'il entra dans l'église, d'ordinaire déserte à cette heure matinale, un homme à genoux se leva rapidement et marcha vers la porte. Quand le vicaire le vit apparaître en plein jour, il s'arrêta surpris. Ce fidèle matinal n'était autre que l'idiot du village, un neveu du forgeron, qui ne pouvait ni voulait se soucier de l'église, ni de rien d'autre. On l'appelait partout Joe le fou, et il ne semblait pas avoir d'autre nom. C'était un solide gaillard. Il avait le dos voûté, la face lourde, le teint pâle, des cheveux sombres et lisses, et la bouche toujours ouverte. Quand il passa devant le prêtre, celui-ci ne sut rien déchiffrer, dans son attitude hébétée, qui put lui faire deviner pourquoi il était entré dans l'église. Il ne l'avait jamais vu prier auparavant. À quelles étranges prières pouvait-il s'être livré? Wilfred Bohun resta planté sur place assez longtemps pour voir l'idiot sortir au soleil, et son frère le hélait avec une familiarité moqueuse. Il vit alors le colonel jeter des sous dans la bouche ouverte de Joe, comme on jette du pain dans la gueule d'un chien. Cette odieuse image baignée de soleil, où s'exprimait toute la stupidité et toute la cruauté de ce monde, força enfin Lastet à chercher un refuge purificateur dans la prière. Il s'assit sur un banc dans la tribune, sous un vitrail qu'il aimait particulièrement, et qui avait le don de calmer ses esprits. C'était un vitrail bleu, avec un ange portant des lys. Là, il oublia peu à peu l'idiot avec sa face livide et sa bouche de poisson. Il oublia son frère arpentant le village comme un lion, maigre et toujours affamé. Il sombra dans la contemplation des couleurs douces et froides, des floraisons d'argent et du ciel de saphir. C'est là que Gibbs, le cordonnier du village, qu'on avait dépêché vers lui en toute hâte, le trouva une demi-heure plus tard. Il se leva rapidement, comprenant qu'il fallait une raison grave pour que Gibbs vînt le chercher dans cette retraite. Comme le sont souvent les cordonniers du village, celui-ci était athée, et sa présence dans l'église était encore plus extraordinaire que celle du fou Joe. Cette matinée était décidément pleine d'énigmes théologiques. « Qu'y a-t-il » demanda Wilfred Bohun avec quelque raideur, en tendant une main tremblante vers son chapeau. L'athée parla d'un ton qui, venant de lui, était singulièrement respectueux et même sympathique. « Excusez-moi, monsieur, murmura-t-il d'une voix rauque, mais nous avons cru bien faire de vous prévenir immédiatement. Je crains que quelque chose de terrible ne soit arrivé, monsieur, votre frère. » Wilfred frappa ses mains frêles l'une contre l'autre. « Quelle abomination a-t-il encore commise » s'écria-t-il sans pouvoir maîtriser son émotion. « C'est que, monsieur, reprit le cordonnier après avoir toussé, je crains qu'il n'ait rien fait, et qu'il ne fasse plus rien. J'ai bien peur qu'il n'ait péri. Vous feriez vraiment mieux de venir voir, monsieur. » Le vicaire suivit le cordonnier,
Ils descendirent un court escalier en colimaçon et aboutirent à une sortie qui dominait la rue. D'un coup d'œil, Bohun comprit la tragédie qui s'étalait à ses pieds, comme un planisphère. Dans la cour de la forge se tenaient 5 ou 6 hommes vêtus de noir et un inspecteur en uniforme. Parmi eux se trouvait le médecin, le ministre presbytérien et le prêtre d'une chapelle catholique du voisinage, fréquentée par la femme du forgeron. Le prêtre parlait à voix basse avec une grande animation à la femme éplorée, une magnifique créature aux cheveux d'or roux qui sanglotait désespérément sur un banc. Entre ces deux groupes, non loin des tas de marteaux, était étendu un homme en habit de soirée, les bras en croix, le visage contre terre. D'où il se trouvait, Wilfred pouvait reconnaître tous les détails de son costume, jusqu'au bague de famille à ses doigts. Mais le crâne n'était qu'une tache hideuse, une étoile noire et sanglante. Wilfred Bohun, passé un regard de surprise, descendit précipitamment les marches qui menaient à la cour. Le docteur, qui était le médecin de famille, le salua. Mais il n'y prit pas garde, il ne put que balbutier. « Mon frère est mort. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est cet horrible mystère ?» Il y eut un silence gêné. Puis le cordonnier, qui était le plus hardi de l'assemblée, répondit. « Oui, monsieur, c'est horrible, mais ce n'est pas un mystère. »« Que voulez-vous dire » demanda Wilfred en pâlissant. « C'est assez simple, » répondit Gibbs. « Il n'y a qu'un seul homme, à 10 lieues à la ronde, qui puisse asséner un coup comme celui-là, et c'est précisément celui qui avait les meilleures raisons de le faire. »« Nous ne pouvons préjuger de rien, » dit avec agitation le médecin. « Un homme de haute taille et à la barbe noire. Mais je puis corroborer ce que dit M. Gibbs concernant la nature du coup. Il a été appliqué avec une force incroyable. M. Gibbs prétend qu'un seul homme dans le pays pourrait en être capable. Quant à moi, je serais plutôt tenté de croire que personne n'a assez de force. » Un frisson superstitieux secoua le corps frêle du vicaire. « Je vous comprends mal, dit-il. »« Monsieur Bohun, reprit le médecin d'une voix sourde, toutes les comparaisons restent en dessous de la vérité. Je ne puis même pas dire que le crâne a été réduit en miettes, comme une coquille d'œuf. Des fragments d'os ont pénétré dans le corps et dans le sol comme des balles dans un mur de terre glaise. Seul un géant a pu commettre ce meurtre. » Et il se tut un instant, scrutant gravement le corps à travers ses lunettes, puis il ajouta. « La chose présente un avantage, c'est que, du coup, nous pouvons rayer presque tout le monde de la liste des suspects. Si vous ou moi ou n'importe quel homme de structure normale était accusé de ce crime, on ne songerait pas davantage à le condamner qu'à condamner un enfant pour avoir volé la colonne Nelson. »« C'est bien ce que je dis, » reprit le cordonnier avec entêtement. « Il n'y a qu'un seul homme qui a pu faire le coup, et c'est l'homme qui avait toutes les raisons de le faire. Où est Siméon Barnes, le forgeron ? » « Il est allé à Greenford, » bégaya le vicaire. « Ou plus vraisemblablement en France, » murmura le cordonnier. « Il n'est ni à Greenford ni en France, » dit d'une voix faible et incolore le petit prêtre catholique qui s'était joint au groupe. Le fait est qu'il gravit la route, là-bas, et se dirige vers nous. Les cheveux rudes et bruns du petit prêtre et sa large figure ronde ne présentaient rien de particulièrement intéressant. Mais eût-il été beau comme Apollon, personne ne l'aurait regardé en cet instant précis. Tout le monde se tourna vers le sentier qui serpentait dans la plaine. Au bas de la colline, le forgeron Siméon avançait vers eux, en effet à grandes enjambées, son marteau sur l'épaule. C'était un colosse osseux, avec des yeux profonds, sombres et sinistres, et une barbe noire. Il dévisait tranquillement, en marchant, avec 2 autres hommes, et quoique son humeur ne fût jamais particulièrement gaie, il semblait tout à son aise. « Mon Dieu !» cria le cordonnier hâté. « Et voilà le marteau dont il s'est servi. »« Non !» répliqua l'inspecteur, un homme d'aspect intelligent avec une moustache blonde, qui parlait pour la première fois. « Le marteau dont il s'est servi est là-bas, contre le mur de l'église. Nous l'avons laissé ainsi que le corps exactement tel que nous l'avons trouvé. » Ils se retournèrent et le prêtre marcha vers le mur pour examiner en silence l'instrument du meurtre. C'était un marteau exceptionnellement léger, qui n'avait pas de quoi attirer l'attention. Mais au bord de son fer, on pouvait voir des traces de sang et quelques cheveux blonds. Après un silence, le prêtre, sans lever les yeux, prit la parole et sa voix sourde se fit plus claire. « Monsieur Gibbs se trompe, dit-il lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas de mystère. Pourquoi un homme aussi fort choisirait-il pour asséner un tel coup un si petit marteau ?»« Oh, peu importe, s'écria Gibbs, fiévreusement.
Qu'allons-nous faire de Siméon Barnes? Laissez-le tranquille, dit le prêtre avec calme. Il vient ici de lui-même. Je connais les deux hommes qui l'accompagnent. Ce sont de braves gens de Greenford. Ils viennent ici au sujet de la chapelle presbytérienne. Il n'avait pas fini de parler que le grand forgeron tourna le coin de l'église et pénétra dans la cour. Il s'arrêta brusquement et son marteau lui échappa des mains. L'inspecteur, toujours correct et impénétrable, alla immédiatement vers lui. « Je ne vous demanderai pas, monsieur Barnes, dit-il, si vous savez ce qui s'est passé ici. Vous n'êtes pas forcé de me répondre. J'espère que vous n'en savez rien et que vous serez en mesure de le prouver. Mais je dois procéder à la formalité de votre arrestation, au nom du roi, pour le meurtre du colonel Norman Bowen. »« Vous n'êtes pas obligé de parler, dit le cordonnier avec une agitation empressée. C'est à eux de tout prouver. Ils n'ont même pas encore prouvé que ce cadavre avec la tête écrasée est bien celui du colonel Bowen. »« Voilà un argument qui ne tient pas, dit le médecin, prenant le prêtre à part, et qui sort tout droit d'un roman policier. C'est une invention digne d'une histoire de détective. J'ai plus d'une fois soigné le colonel et je connaissais son corps mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Il avait de fort belles mains, mais très caractéristiques. Le deuxième et le troisième doigt étaient exactement de la même longueur. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien le colonel. Il tourna les yeux vers le corps mutilé, couché sur le sol, et le regard dur du forgeron immobile suivit la même direction. « Le colonel Bowen est mort ?» dit-il sans se départir de son calme. « Alors il est damné. »« Ne dites rien, oh, ne dites rien !» cria le cordonnier hâté, en célébrant par une danse extatique son admiration pour la loi anglaise. Car nul n'est plus respectueux de la loi que le parfait anticlérical. Le forgeron tourna vers lui son impassible visage de fanatique. « C'est bon pour vous, infidèles, de ruser comme des renards, parce que la loi de ce monde vous favorise, dit-il. Mais Dieu protège les siens en son sein, comme vous allez le voir. » Puis il désigna du doigt le corps du colonel et demanda « Quand ce chien est-il mort dans le péché ?»« Modérez votre langage, dit le médecin. Modérez le langage de la Bible, et je modérerai le mien. Quand est-il mort ? Je l'ai vu en vie à 6 heures ce matin, balbutia Wilfred Bowen. Dieu est bon, dit le forgeron. Monsieur l'inspecteur, je ne demande pas mieux que vous m'arrêtiez. C'est vous, je crois, qui pourriez y trouver quelques objections. Je ne demande pas mieux que de quitter le tribunal lavé de tout soupçon. Mais vous préféreriez sans doute ne pas le quitter avec une pénible erreur à votre actif. Pour la première fois, le solide inspecteur regarda le forgeron avec intérêt. Les autres en firent autant, sauf le petit prêtre qui continua à examiner le marteau qui avait porté ce coup terrible. « Il y a 2 hommes là, dehors, continua le forgeron avec une lucidité solennelle, des négociants de Greenford que vous connaissez tous. Ils jureront m'avoir vu, de minuit jusqu'à bien après l'aube, dans la salle des séances de notre mission. Le comité doit siéger toute la nuit, tant nous avons d'âmes à sauver. À Greenford même, plus de 20 personnes pourront prêter le même serment. Si j'étais païen, monsieur l'inspecteur, je vous laisserais vous enferrer dans votre erreur. Mais étant chrétien, je me crois obligé de vous offrir cette occasion de sortir d'embarras et de vous demander si vous préférez entendre mon alibi maintenant ou devant le tribunal. » L'inspecteur parut légèrement troublé et dit « Je serais naturellement trop heureux de pouvoir vous relâcher dès à présent. » Le forgeron sortit de la cour avec la même démarche aisée et rejoignit ses 2 amis de Greenford qui étaient, en effet, bien connus de tous les assistants. Chacun d'eux fit une courte déclaration, et personne ne songea à mettre en doute leur témoignage. Lorsqu'ils eurent parlé, l'innocence de Siméon se trouva aussi solidement établie que la haute église qui dominait la scène. Un silence s'ensuivit, un de ces silences plus étranges et plus pénibles que toute parole. À tout hasard, comme pour alimenter la conversation, le vicaire dit au prêtre catholique « Ce marteau semble bien vous intéresser, père Brown. »« Oui, il m'intéresse, dit le père Brown. Pourquoi est-il si petit ?» Le médecin se tourna vers lui. « Pardieu, c'est vrai, s'écria-t-il. Qui songerait à employer un petit marteau lorsqu'il y en a 10 autres plus lourds à porter ?» Puis, baissant la voix, il dit à l'oreille du prêtre « Ce ne peut être qu'une personne incapable d'en soulever un plus lourd. Ce n'est pas tant la force ou le courage qui diffèrent les sexes, c'est la conformation des muscles de l'épaule. Une femme hardie peut tuer 10 hommes avec un léger marteau sans sourciller, mais elle ne pourrait tuer un insecte à l'aide d'un marteau lourd. » Wilfred regardait le docteur avec une sorte d'horreur hypnotique, tandis que le père Brown
la tête légèrement inclinée sur l'épaule, lui prêtait une oreille attentive. Il reprit avec plus d'énergie. Pourquoi ces idiots s'imaginent-ils toujours que la seule personne qui haïsse l'amant d'une femme soit son mari? 9 fois sur 10, la personne qui a le plus raison de haïr l'amant est la femme. Qui sait quels outrages, quelles trahisons elle n'a pas subies? Regardez! Il désigna d'un geste furtif la femme rousse sur le banc. Elle avait enfin relevé la tête et les larmes séchaient sur son beau visage. Mais ses yeux fixés sur le cadavre avaient un éclat électrique qui évoquait la folie. Le révérend Wilfred Bowen fit un geste vague, comme s'il renonçait à approfondir le mystère. Mais le père Brown, tout en époussetant sa manche de quelques cendres provenant du feu de la forge, dit de sa voix indifférente: « Vous êtes comme tant de médecins. Vos connaissances en psychologie sont hautement intéressantes. Ce sont vos connaissances physiques qui ne tiennent pas debout. Je reconnais que la femme séduite désire plus souvent se défaire de son complice que le mari trompé, et j'admets avec vous qu'une femme choisira toujours un léger marteau, de préférence à un gros. Mais nous ne nous en heurtons pas moins à une impossibilité matérielle. Aucune femme au monde n'aurait pu broyer ainsi le crâne d'un homme. » Puis il ajouta pensivement après un silence: « Ils n'ont pas étudié l'affaire dans tout son ensemble. La victime portait un casque d'acier, et le coup l'a brisé comme du verre. Regardez cette femme, regardez ses bras. » Il y eut un nouveau silence, puis le médecin dit d'un ton bourru: « Je puis me tromper, c'est possible, on peut trouver des objections à tout. Mais je maintiens ce que je disais tantôt. Seul un idiot a pu employer ce petit marteau lorsqu'il pouvait en prendre un gros. » Soudain Wilfred Bowen porta ses mains maigres et tremblantes à sa tête, comme pour en arracher une dernière touffe de cheveux. Puis après un instant, il les laissa retomber et s'écria: « Voilà le mot que j'attendais. Vous avez dit le mot. » Il continua, maîtrisant son émotion: « Vous venez de dire seul un idiot a pu employer ce petit marteau. » « Oui, dit le médecin. Eh bien, répondit le vicaire, seul un idiot l'a fait. » Les yeux de ses deux compagnons se fixèrent sur lui, et il poursuivit avec une agitation fébrile, quasi féminine: « Je suis un prêtre, s'écria-t-il d'une voix tremblante, et ce n'est pas un prêtre de répandre le sang. Je veux dire qu'il ne doit pas faire condamner personne, et je rends grâce au ciel d'avoir découvert le criminel, car c'est un criminel qu'on ne peut condamner. » « Vous n'allez pas le dénoncer ?» demanda le médecin. « Il ne serait pas pendu, même si je le dénonçais, » répondit Wilfred avec un sourire égaré mais heureux. « Quand je suis entré dans l'église ce matin, j'y ai trouvé un simple d'esprit en prière, ce pauvre Joe, qui n'a jamais eu toute sa tête. Dieu sait pourquoi il priait, mais il n'est pas invraisemblable de supposer que les prières de ces esprits malades vont à rebours des autres. Il est probable qu'un lunatique prie avant de tuer un homme. Or, quand j'ai vu pour la première fois ce pauvre Joe, il se trouvait avec mon frère. Mon frère le raillait. »« Pardieu !» s'écria le médecin. « Voilà qui est parlé. Mais comment expliquez-vous » Le révérend Wilfred tremblait presque, tout à l'excitation de sa découverte. « Ne voyez-vous pas s'écria-t-il fiévreusement, que c'est la seule théorie qui tienne compte des deux mystères, qui résolvent les deux problèmes. Les deux problèmes sont le petit marteau et le coup formidable. Le forgeron aurait pu asséner le coup, mais il n'aurait pu choisir ce marteau. Sa femme aurait choisi ce marteau, mais il n'aurait pu asséner le coup. Le fou peut avoir fait l'un et l'autre. En ce qui concerne le petit marteau, étant simple d'esprit, il ne s'est pas arrêté pour choisir. Et quant au coup, n'avez-vous jamais entendu dire, docteur, qu'au cours d'un accès de folie, un maniaque peut avoir la force de 10 hommes? Le médecin respira profondément et dit: « Parbleu, je crois que vous avez trouvé. » Le père Brown était resté le regard rivé sur l'orateur, et ses gros yeux de ruminant éclairaient étrangement son visage banal. Lorsque le vicaire se tut, il dit enfin, avec un respect marqué: « Votre théorie, monsieur Bowen, est la seule qui tienne compte des faits, et qui semble absolument irréfutable. C'est pourquoi je me crois obligé de vous dire que je tiens de source certaine que ce n'est pas la bonne. » Sur ce, le bizarre petit homme s'éloigna et se plongea dans la contemplation du marteau. « Ce gaillard semble bien trop informé, » murmura le médecin à l'oreille de Wilfred. Puis il ajouta d'un ton bourru: « Ces prêtres papistes sont diablement rusés. »« Non, non, dit Bowen, comme égaré par la fatigue. C'est le fou. Ce ne peut être que le fou. » Le groupe formé par les deux ecclésiastiques et le médecin
s'était écarté du groupe officiel, au centre duquel se tenait l'inspecteur et l'homme qu'il venait d'arrêter. Comme les 3 hommes se trouvaient à présent dispersés, leur attention se porta de nouveau sur le forgeron. Brown leva les yeux, puis les baissa de nouveau, en entendant celui-ci dire à haute voix « J'espère que je vous ai convaincu, inspecteur. Je suis fort, comme vous le dites, mais pas au point de pouvoir lancer mon marteau de Greenford jusqu'ici. Mon marteau n'a pas d'aile pour voler durant 1 kilomètre, par-dessus les champs et les haies. » Le policier sourit amicalement et répondit « Non, je crois que vous pouvez vous considérer hors de cause, quoique ce soit bien la bien curieuse coïncidence qui soit. Tout ce que je vous demanderai, c'est de nous prêter assistance pour démasquer cet homme aussi fort que vous. Parbleu, vous pourriez être utile, ne serait-ce que pour le maîtriser. Je suppose que vous n'avez aucune idée. » « Je pourrais bien avoir une idée, » dit le pâle forgeron, « mais il ne s'agit pas d'un homme. » Puis, voyant que les regards se portaient sur sa femme, assise sur le banc, il mit sa large main sur son épaule et ajouta « Ni d'une femme. »« Que voulez-vous dire » dit l'inspecteur plaisamment. « Vous ne pensez tout de même pas qu'une vache puisse brandir un marteau ?»« Je ne pense qu'aucune main mortelle n'a touché ce marteau, » dit le forgeron d'une voix étouffée. « Pour dire les choses simplement, je crois que cet homme était seul lorsqu'il est mort. » Wilfred fit un brusque mouvement en avant et fixa le forgeron de ses yeux brûlants. « Vous prétendez donc, Barnes, fit le cordonnier de sa voix aiguë, que c'est le marteau qui a sauté à la tête de cet homme pour l'assommer? Oh, vous pouvez me railler et rire sous cape. Mes beaux messieurs, cria Siméon, et vous aussi, clergymen, qui vous nous contez le dimanche comment le Seigneur frappa Sennachérib dans la solitude. Je crois pour ma part que celui qui se tient invisible dans chaque maison a défendu l'honneur de la mienne et a abattu le corrupteur devant ma porte. Je crois que la main qui a asséné ce coup est la même qui provoque les tremblements de terre, ni plus ni moins. » Wilfred dit d'une voix altérée. « J'ai dit moi-même à Norman de redouter la foudre. »« Cette puissance échappe à ma juridiction, » dit l'inspecteur avec un léger sourire. « Vous n'échappez pas à la sienne, » riposta le forgeron. « Ne l'oubliez pas. » Et tournant son large dos à la compagnie, il rentra chez lui. Le père Brown entraîna à l'écart le malheureux Wilfred et lui parla avec bienveillance. « Éloignons-nous de cette scène d'horreur, monsieur Bohan, » dit-il. « Puis j'entrai dans votre église. On m'a dit que c'était l'une des plus anciennes d'Angleterre. Les vieilles églises anglaises, allez savoir pourquoi, m'intéressent beaucoup, ajouta-t-il avec une grimace comique. Wilfred Bohan ne sourit pas, car l'humour n'avait jamais été son fort. Mais il acquiesça avec empressement à cette proposition, trop heureux de montrer les splendeurs gothiques de son église à un visiteur susceptible de plus de sympathie que le forgeron presbytérien et le cordonnier athée. « Très volontiers, répondit-il, entrons de ce côté. » Et il gravit les degrés vers l'entrée latérale. Le père Brown se préparait à le suivre, lorsqu'il sentit quelqu'un lui toucher l'épaule. Il se retourna et vit derrière lui la silhouette sombre et maigre du médecin. « Monsieur, dit celui-ci, la voix dure et l'œil soupçonneux, vous semblez connaître quelques secrets liés à cette sombre affaire. Puis-je vous demander si vous comptez le garder pour vous? »« Mon cher docteur, répondit le prêtre en souriant d'un air plaisant, un homme de mon métier gardera naturellement pour lui ce dont il doute, puisqu'il est constamment obligé de garder pour lui ce dont il est certain. Mais si vous croyez que j'ai manqué au devoir de la politesse en gardant le silence, j'irai jusqu'à l'extrême limite que me permet mon ministère. Je vous fournirai 2 données très importantes. »« Eh bien, monsieur, dit le médecin d'un ton morose. « D'abord, dit le père Brown avec calme, l'affaire rentre entièrement dans votre département. Elle appartient à la science physique. Ce forgeron se trompe, non pas tant, peut-être, en disant que le coup fut frappé par Dieu, mais certainement en y voyant l'effet d'un miracle. Ce n'est pas un miracle, docteur, sauf peut-être en ce sens que l'homme lui-même en est un, avec son cœur étrange, pervers et à demi héroïque. La force qui écrasa ce crâne est bien connue des hommes de science. C'est l'une des lois de la nature les plus souvent discutées. » Le médecin le regardait avec attention, les sourcils froncés, et dit simplement « Et l'autre donnée ?»« La voici, dit le prêtre. Vous souvenez-vous de la manière dont le forgeron, quoiqu'il ait foi dans les miracles, railla la possibilité que son marteau ailé ait pu, comme dans un conte de fées, voler pendant 1 kilomètre. Oui, dit le médecin, je m'en souviens. Eh bien, conclut le père Brown avec un sourire épanoui, cette hypothèse de conte de fées est, de toutes celles que l'on a émises aujourd'hui, celle qui se rapproche le plus de la vérité.
Et sur ces mots, il fit demi-tour et escalada les marches à suivre du vicaire. Le révérend Wilfred l'avait attendu, pâle d'impatience, comme si ce retard achevait de l'exaspérer. Il le conduisit immédiatement vers son coin favori de l'église, cette partie de la tribune, proche de la voûte sculptée, qui était éclairée par le merveilleux vitrail, où se dessinait un ange. Le petit prêtre romain explora tous les recoins de l'église avec admiration, bavardant gaiement à mi-voix. Au fil de cette étude, il découvrit la partie latérale et l'escalier tournant par lequel Wilfred était descendu pour retrouver son frère mort. Et il escalada avec l'agilité d'un singe. Sa voix claire retentit alors sur une plateforme au-dessus. « Venez ici, monsieur Bohun, cria-t-il. L'air vous fera du bien. » Bohun le suivit et émergea sur une sorte de balcon, à l'extérieur de l'église, d'où l'on pouvait contempler la plaine infinie où se dressaient leurs petites collines, avec ses bois, ses villages et ses fermes, qui s'étendaient à perte de vue jusqu'à l'horizon violet. En dessous d'eux se dessinait nettement, tout petit, le carré de la cour de la forge, où l'inspecteur continuait à prendre des notes et où le cadavre gisait encore comme une mouche écrasée. « Cela pourrait être la carte du monde, n'est-ce pas ?» dit le père Brown. « Oui, dit Bohun, très gravement, en inclinant la tête. Immédiatement au-dessous d'eux, et tout autour d'eux, les lignes de l'édifice gothique plongeaient dans le vide avec une rapidité vertigineuse, évoquant l'idée du suicide. L'énergie titanesque de l'architecte du Moyen-Âge donne toujours cette impression. De quelque point de vue où l'on se place, pour la regarder, elle semble toujours fuir, comme le dos puissant d'un cheval emballé. Cette église avait été taillée dans de vieilles pierres silencieuses. Elle était rongée de mousse et tachée de nids d'oiseaux. Et pourtant, vue d'en bas, elle jaillissait comme une fontaine vers les étoiles. Et vue d'en haut, comme les deux ecclésiastiques la regardaient en ce moment, elle tombait telle une cataracte dans un gouffre muet. Il se trouvait en présence de l'aspect le plus terrible de l'art gothique, de ses monstrueux raccourcis, de ses disproportions, de ses vertigineuses perspectives, de sa façon d'envisager les grandes choses petites et les grandes choses grandes, d'un monde de pierres renversées, suspendues en plein ciel. Des détails de sculpture, énormes par leur proximité, se détachaient sur un fond de champs et de fermes que l'éloignement faisait paraître lilliputien. Un oiseau sculpté dans un coin semblait un énorme dragon, rampant ou volant, dévastant les prés et les villages de la plaine. L'atmosphère même était étourdissante et dangereuse. Ils avaient l'impression de planer dans le ciel, soutenus par les ailes de quelque gigantesque génie. Et cette vieille église tout entière, aussi vaste et aussi riche qu'une cathédrale, semblait planer sur la campagne ensoleillée comme une trombe de nuages. Je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux à rester perché sur ces hauteurs, même pour prier, remarqua le père Brown. Les hauteurs ont été créées pour que l'on lève les yeux vers elles, non pour qu'on les abaisse depuis leur sommet. Voulez-vous dire que l'on risque de tomber? Demanda Wilfred. Je veux dire que notre âme peut choir, même si notre corps reste sauf. Je vous comprends mal, murmura Bohun, d'une voix indistincte. Regardez ce forgeron, par exemple, murmura le père Brown avec calme. C'est un brave homme, mais ce n'est pas un chrétien. Il est dur, impérieux, implacable. Eh bien, sa religion écossaise a été fondée par des hommes qui priaient au sommet des montagnes et au bord des précipices, et qui apprirent plus à mépriser la terre qu'à priser le ciel. L'humilité est la mère des géants. On voit de grandes choses depuis la vallée. On n'en voit que des petites depuis ce sommet. Mais il ne l'a pas fait, dit Bohun en tremblant. Non, dit l'autre d'une voix bizarre. Nous savons bien qu'il ne l'a pas fait. Après un moment, il reprit en laissant errer sur les plaines ses yeux calmes et gris. J'ai connu un homme, dit-il, qui commença par prier avec les autres devant l'autel, mais qui préféra bientôt s'isoler dans des endroits élevés, tels que les recoins ou les niches de la tour de son église. Se trouvant un jour dans une de ces vertigineuses retraites, où le monde entier semblait tourner autour de lui comme une roue, la tête lui tourna aussi, et il se crut Dieu. C'est ainsi que ce brave homme commit un grand crime. Wilfred avait détourné la tête, mais ses mains osseuses, qui serraient le parapet de pierre, devinrent blancs et bleus. Il crut que c'était à lui qu'il appartenait de juger le monde et de frapper le pécheur. Il n'aurait jamais eu cette idée,
s'il s'était agenouillé comme tout le monde sur les dalles de l'église. Mais il vit les autres hommes qui erraient sous ses pieds comme des insectes. Il en vit un, surtout, qui se pavanait juste en dessous de lui, et dont l'insolence était rendue plus évidente encore par un chapeau vert clair, un insecte venimeux. Quelques corneilles croassèrent derrière le coin de la tour, mais elles furent les seules à rompre le silence, et le père Brown continua. Vint s'ajouter à la tentation le fait qu'il avait en main l'une des plus terribles forces de la nature, la gravitation, cette chute folle et accélérée par laquelle toutes les créatures de la terre, une fois abandonnées à elles-mêmes, s'envolent vers son cœur. Regardez, l'inspecteur arpente en ce moment la forge, en dessous de nous. Si je laissais tomber un caillou de ce parapet, il aurait acquis la force d'un boulet de canon avant de l'atteindre. Si je laissais tomber un marteau, ne se fût-ce qu'un petit marteau. Wilfred Bowen enjamba le parapet, mais le père Brown l'empoigna par le collet. Pas par ce chemin-là, dit-il doucement. Ce chemin conduit en enfer. Bowen chancela, s'appuya au mur et le regarda, terrifié. Comment savez-vous tout cela? Cria-t-il. Êtes-vous un démon? Je suis un homme, répondit gravement le père Brown, et je porte par conséquent tous les démons dans mon cœur. Écoutez-moi, ajouta-t-il après un silence. Je sais ce que vous avez fait. Je puis du moins en deviner la plus grande partie. Lorsque vous avez quitté votre frère, vous étiez secoué par une indignation, d'ailleurs justifiée. Dans un mouvement de rage, vous vous êtes emparé d'un petit marteau, avec la tentation de le frapper pour lui faire rentrer ces blasphèmes dans la bouche. Vous vous êtes ravisé. Vous avez glissé le marteau sous votre habit et vous vous êtes précipité dans l'église. Vous avez prié passionnément, dans plus d'un endroit, devant le vitrail angélique, sur la plateforme au-dessus, et sur une plateforme encore plus élevée, d'où vous pouviez voir le chapeau oriental du colonel ramper dans la cour comme un scarabée vert. Alors, quelque chose s'est brisé dans votre âme et vous avez laissé tomber la foudre de Dieu. Wilfred porta faiblement la main à la tête et demanda à voix basse. « Comment savez-vous que son chapeau ressemblait à un scarabée vert ?»« Oh, cela, dit l'autre avec l'ombre d'un sourire, c'est une affaire de bon sens. Mais écoutez-moi, je dis que je sais tout cela, mais personne d'autre ne le saura. C'est à vous d'agir maintenant. Je n'agirai plus davantage, et je vais sceller cet entretien du sceau de la confession. Si vous me demandez pourquoi, j'ai beaucoup de raisons, dont une seule vous concerne. Je vous laisse libre d'agir, parce que vous n'êtes pas encore enfoncé profondément dans le crime. Vous ne vous êtes pas efforcé de détourner les soupçons sur le forgeron, ni sur sa femme, alors que vous auriez aisément pu le faire. Vous vous êtes efforcé de le détourner sur le fou, mais parce que vous saviez qu'il n'en souffrirait pas. C'est mon métier de découvrir ces mouvements de générosité chez les assassins. Et maintenant, descendons au village et allez votre chemin, libre comme le vent, car j'ai dit là mon dernier mot. » Ils descendirent l'escalier en colimaçon dans un profond silence et émergèrent au soleil à côté de la forge. Wilfred Bowen ouvrit avec précaution le loquet de la grille de bois de la cour et à l'endroit l'inspecteur il déclara simplement « Je viens me livrer à vous. J'ai tué mon frère. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Une plongée dans l'âme humaine, aussi poétique que tragique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.